Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob, sans jamais oser le demander, c'est maintenant, avec Audrey Dussutour. Je sais que vous êtes aussi très attaché, et c'est un des objectifs modestes aussi de cet événement Biome Expo, à la valorisation de la recherche et de la recherche fondamentale. Je me souviens d'une conférence de presse il y a pas mal d'années à propos du cyclotron où un des scientifiques qui participait à l'aventure doit répondre à la question à quoi ça sert tout ça. Et il dit bah, écoutez, il y a la réponse qu'on m'a demandé de vous faire, et puis je passe tout de suite à la mienne, on n'en sait rien. On ne sait pas très bien à quoi ça sert tout ça. Merci beaucoup de nous parler de cet organisme étrange. Je vois que vous êtes arrivé avec des spécimens. Les services techniques de la ville sont très inquiets. Merci beaucoup Audrey Dussutour d'être présente et de nous parler aujourd'hui de vos travaux de recherche. Ben, merci à vous pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. On dirait des vieux yeux brouillés, mais je vais vous montrer que c'est très intéressant. Alors tout d'abord, pour commencer, il va falloir faire un bref rappel. En biologie, quand on parle d'une cellule, souvent on voit ça, c'est-à-dire une petite boule à l'intérieur de laquelle on va trouver une autre petite boule qui renferme en fait l'ADN. Donc ça, c'est généralement l'idée qu'on se fait d'une cellule. Il faut savoir que notre corps en compte 100 000 milliards, donc 100 000 milliards de cellules. Donc on a des cellules au niveau du cerveau, par exemple les neurones, on a des cellules pour la reproduction, les spermatozoïdes, les ovules, etc. Ces cellules sont ultra spécialisées. Et donc il y a toute une division du travail au sein de notre corps entre ces cellules. Il faut savoir qu'il y a 2 milliards d'années, la Terre était peuplée uniquement d'organismes que l'on appelle unicellulaires, c'est-à-dire une seule cellule. Cette cellule devait donc à elle seule faire toutes les fonctions, se reproduire, manger, respirer, etc., sans pour ça avoir un tissu cellulaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une cellule bien particulière, Physarum polycéphalum. Donc je ne vais pas appeler Physarum polycéphalum pendant tout mon talk, sinon ça va être un petit peu long. Et donc moi je l'ai surnommé le blob. Vous saurez pourquoi à la fin de cet exposé. Donc en fait le blob c'est un unicellulaire, donc voilà, ça c'est une seule cellule que vous regardez. Donc 100 000 milliards, une seule. Donc en fait c'est une cellule qui a une particularité, c'est qu'elle est multinucléée. Je vais revenir là-dessus plus tard. Mais qu'est-ce que c'est surtout cette cellule? Et ça a été le gros problème des scientifiques. Donc en fait, cette cellule a été classée un petit peu dans tous les grands règnes. Il y a des gens qui ont dit au départ, ah, ça doit être un végétal. Puis finalement, ils ont dit, ah non, non, c'est plutôt un champignon. Il y en a même qui ont dit, je pense que c'est un alien. Il a vaguement fait un tour dans le règne animal pour finalement finir dans un règne qui s'appelle les protistes. Donc voici Physarum polycéphalum, et voici une version très caricaturale en fait de l'arbre évolutif. Et donc les protistes, c'est tous ces êtres un peu unicellulaires qu'on ne sait pas trop bien classer. Et donc en fait, Physarum polycéphalum a été mis dans les protistes. Il fait partie d'un règne qu'on appelle les amybozoaires. Et il fait partie de la classe des myxomycètes. Myxomycète, en grec, ça veut dire champignon gluant. Donc il y a toujours un nom de champignon, mais il est bel et bien plus un champignon, plus classé dans les champignons. Donc en fait, c'est une cellule géante qui peut faire jusqu'à 10 mètres carrés et qui a plusieurs noyaux, et pas un seul noyau. C'est un peu comme nos cellules musculaires. Nos cellules musculaires aussi ont plusieurs noyaux. Donc on le trouve où, Physarum polycéphalum? En fait, il faut savoir que Physarum polycéphalum, c'est une espèce de myxomycète, mais il en existe 1000. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une seule espèce, donc Physarum polycéphalum, et je vais vous montrer qu'elle sait faire des tas de choses. Imaginez maintenant si on s'intéressait aux 999 autres espèces. Mais très peu de gens travaillent sur ces organismes. Donc en fait, on les trouve dans les sous-bois. Donc vous pouvez y aller, il y en a à la forêt de Fontainebleau, j'ai reçu des photos. Voilà, vous les trouvez sur les écorces, ils n'aiment pas trop la lumière, donc n'allez pas les chercher en plein soleil, c'est plutôt à l'ombre. Et donc voilà où vous pouvez les trouver, sur les arbres. Et surtout, il y a, comme je vous disais, plus de 1000 espèces, et donc le blob vient en différentes couleurs. Donc ici, ce n'est pas un vieux malabar, hein, c'est un blob rose. Vous en avez des noirs, vous en avez des rouges assez magnifiques, et des blancs, souvent dans les aquariums, les blancs par exemple. Et donc, c'est une cellule qui est, donc, comme je vous l'expliquais, géante. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme moi, qui suis spécialiste du comportement animal, s'intéresse à ce type d'organisme qui a l'air plutôt statique? Mais en fait, il ne l'est pas.
Je vais vous montrer un petit film. Voici Physarum polycéphalum à l'œuvre. En fait, cette cellule, elle bouge. Donc, bien sûr, vous avez bien vu que celle que j'ai amenée n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Heureusement pour vous. En fait, ça fait 1 cm à l'heure, 4 cm à l'heure, grand maximum, quand c'est vraiment très affamé. Donc, vous allez me dire, mais comment elle fait cette cellule pour bouger? Alors, elle a un système qui est unique dans le règne du vivant. Elle utilise en fait un système veineux. Et donc, vous allez voir ici, c'est une image qu'on a fait en microscopie, et vous allez voir qu'à l'intérieur de cette cellule, ça bouge. Vous allez voir le flux qui va dans une direction, vous voyez bien là, et ça va ralentir, et hop, le flux va s'inverser. Donc imaginez un peu si ça se passait comme ça dans votre circulation sanguine, il y aurait des problèmes à mon avis. Donc en fait, chez le blob, il a un système comme ça, donc veineux, où le fluide change de direction toutes les 2 minutes. Et ça lui permet d'avancer. En fait, voici un petit film qui va illustrer en fait ce phénomène. Donc en fait, le blob, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie du liquide dans la direction où il veut aller. Donc il fait 2 pas, et puis il recule, il ramène son liquide. Puis il avance, puis il recule. Petit à petit, comme ça, il va avancer. Vous voyez les pulsations, comme un petit cœur. Donc voilà, il avance, il recule, il avance, il recule. Donc en fait, vous allez me dire, il fait un peu peur ce blob, mais qu'est-ce qu'il mange? Ne vous inquiétez pas. Il aime surtout, c'est un prédateur quand même, mais un prédateur de bactéries. Et surtout, ce qu'il aime beaucoup, c'est les champignons. Donc voilà, le blob se nourrit de champignons dans la nature, et même de spores de champignons, mais vous voyez qu'il peut carrément détruire un champignon entier, en fait. Il n'y a aucun souci. Vous voyez qu'ils ne font pas long feu. C'est effrayant quand même. Hein. Heureusement que c'est que du 1 cm à l'heure. Donc il faut imaginer que ces vidéos, c'est plein de photos, en fait, comme ça, toute une journée. Mais en laboratoire, bon, on n'élève pas des champignons, parce que c'est un petit peu compliqué. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à notre blob des flocons d'avoine. Et il adore ça. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est un blob en train de manger des flocons d'avoine. Donc c'est une nourriture qu'il affectionne vraiment. Alors il y a une particularité chez le blob, c'est qu'il déjà, il mange beaucoup. Et vous allez voir sur cette vidéo, voilà, sur cette vidéo-là, donc le blob avance, mais en même temps qu'il avance, il mange. Et donc en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il grossit. Et il faut savoir qu'en fait, le blob, il va doubler de taille tous les jours. Donc vous voyez, là, j'ai une boîte, demain j'en aurai 2. Donc en fait, c'est quand même difficile à maîtriser. Donc vous voyez, les excroissances qu'il fait. Et voilà ce qu'il arrive souvent quand on part en week-end, par exemple. En fait, ce qu'il fait, il se fait la malle, il sort des boîtes complètement. Donc en fait, c'est un gros problème parce que ça nous oblige, nous, chercheurs, à aller tous les week-ends au laboratoire pour aller lui donner sa ration de flocons d'avoine. Mais ce n'est pas très très grave parce qu'on a trouvé une solution, enfin il a trouvé une solution plutôt, c'est que si on veut partir en vacances, ce qu'on fait, c'est qu'on sèche le blob. Donc en fait, quand vous mettez le blob dans des situations où il n'y a plus d'humidité, où il n'y a plus de nourriture, il va s'enquister comme ça et il va sécher. Il peut rester comme ça pendant 1 an ou 2 ans. Et si vous voulez relancer le blob, vous avez simplement à l'arroser. Il repartira. Donc il faut savoir que cette cellule, on l'élève depuis plus de 70 ans. C'est la même cellule qu'on élève, qu'on coupe en morceaux. Vous allez voir plus tard. Donc, il a un cycle de vie qui est assez classique, finalement, si on regarde son cycle de vie. Donc, en fait, le blob, il essaye de grossir, de manger pour produire des spores. Donc, un peu comme les champignons. Et donc, ces spores, quand elles vont se retrouver dans un milieu liquide, elles vont s'ouvrir et il va sortir une petite cellule flagellée. Cette petite cellule flagellée, elle va partir à la recherche d'une cellule flagellée du sexe opposé. Elles vont fusionner, ça va former un œuf. Et le blob qui va en fait de 1 noyau passer à 2 noyaux, puis 4 noyaux, puis 8 noyaux, mais c'est juste toujours dans la même cellule. C'est ça qui est particulier. Et donc ce qui est rigolo chez les myxomycètes, c'est qu'il n'existe pas 2 sexes comme chez les animaux. Quand on parle de reproduction sexuée, on imagine le mâle et la femelle. Mais en fait, chez les myxomycètes, chez les blobs, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il faut savoir que chez Physarum polycéphalum, il y a 720 types sexuels différents. Donc il faut savoir que finalement, la petite spore, elle a quand même beaucoup de chances de trouver un du sexe opposé quand elle se balade. Plus de chances que nous, en tout cas. Et donc vous allez me dire, là, c'est bien joli vos histoires de blob, mais ça sert à quoi? Et donc moi, j'avoue, je n'aime pas beaucoup cette question, parce que je fais de la recherche fondamentale. Et donc moi, je préfère la question, le blob nous apprend quoi? Ça, c'est une question qui, pour moi, est beaucoup plus intéressante.
Le blob, récemment, je vais vous parler des recherches qu'on a fait au laboratoire. Le blob nous a montré que l'on pouvait apprendre sans cerveau. En fait, le blob, c'est qu'une cellule, donc il n'a pas de système nerveux par essence, par définition, et il n'a donc pas de cerveau. Et pourtant, récemment, en laboratoire, nous avons pu montrer que le blob pouvait apprendre. Donc ça, c'était quand même une petite révolution, parce que jusqu'à présent, tout apprentissage découlait d'un système nerveux. Il y a bien sûr eu des exemples d'apprentissage chez les plantes, mais c'est toujours un multicellulaire. Ici, nous avons une seule cellule. Donc il a appris quoi? Donc on ne va pas lui apprendre des trucs très compliqués. Donc on a pris l'apprentissage, on a testé l'apprentissage le plus simple qui s'appelle l'habituation. Alors l'habituation, c'est quoi? C'est la diminution d'une réponse face à un stimulus que vous n'aimez pas souvent, mais qui est inoffensif. Donc par exemple, prenons un exemple, vous rentrez dans une pièce, il y a quelqu'un qui a du Chanel numéro 5, vraiment, on porte beaucoup, au départ ça va vous gêner, et très vite vous allez vous y habituer. Mais si vous sortez de cette pièce et que vous allez prendre un café et que vous revenez, tout d'un coup, cette odeur de parfum va à nouveau vous sauter au visage. C'est ce qu'on appelle l'habituation. Vous n'êtes pas habitué à l'odeur du Chanel à vie. Et surtout, l'habituation, ça doit être spécifique. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans la pièce avec un autre type de parfum, vous allez le sentir. Parce que vous n'êtes pas habitué à tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle la spécificité. Et du coup, nous, on a voulu tester ça chez le blob. Est-ce que le blob est capable de s'habituer à quelque chose qu'il n'aime pas, mais qui est inoffensif? Donc, on a fait un petit setup qui est assez simple. Donc, ce que vous voyez en jaune, c'est le blob. C'est super parce qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. Donc, on lui a donné un pont. C'est un pont en gel. Et pour rejoindre une source de nourriture qui est un flanc en fait, de flocons d'avoine, il adore ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser le pont et il va recouvrir la source de nourriture. Ce que l'on a fait, c'est qu'on avait deux possibilités. Soit on avait un blob qui avait un pont où on avait mis du sel. Le blob n'aime pas du tout le sel. Pour rejoindre sa source de nourriture, soit on avait des blobs, ce qu'on appelle des groupes contrôle, qui devaient traverser un pont sans sel. Et du coup, voilà ce que ça a donné. Donc, vous voyez en haut le groupe contrôle. Donc, on a fait la manip 5 jours, comme ça, sur 5 jours. En fait, à chaque fois que le blob traverse, on lui redemande de traverser un pont. Et donc, vous voyez, le ggroupe contrôle, il s'étale complètement sur le pont. Il n'a aucun souci à le traverser. Et il faut savoir qu'il le traverse en 3 heures. Alors, ce qui est très court pour nous. Mais ça peut paraître long, mais en fait, pour le blob, c'est assez court. Et vous regardez en bas, c'est un blob qui doit traverser un pont avec du sel. Donc vous pouvez voir le petit pseudopode, la petite excroissance, qui ne veut pas en fait toucher le pont. Et cette petite excroissance, elle va mettre plus de 10 heures pour traverser le pont. Ça, c'est au jour 1. Mais si vous regardez ce qui se passe au jour 2, vous voyez que le pseudopode s'agrandit. Puis au jour 3, il s'agrandit encore. Et au jour 5, on ne fait pas vraiment la différence entre le groupe contrôle et le groupe qui a le sel. Et donc si on donne du sel à notre groupe contrôle au jour 6, on voit très bien qu'il a une réaction aversive. Alors que si donc on redonne du sel à notre groupe d'habitués, au jour 6, on voit qu'il est habitué. Donc on peut conclure à une habituation. Mais on a quand même testé que cette habituation ne soit pas une adaptation. Est-ce que finalement, il peut oublier le sel? C'est hyper important pour prouver l'habituation, qu'on soit capable de récupérer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos blobs au repos. Tout le monde devait traverser un pont où il n'y avait pas de sel. Donc en fait, le blob, pendant 2 jours, il ne voit pas le sel. Et on le lui représente au jour 9. Hop, à nouveau, il montre cette réaction de répulsion complète. Il ne veut pas traverser le pont. Donc en fait, il a bien récupéré sa réponse. Et donc là, on a pu conclure qu'il avait fait une habituation. Et l'habituation est la première forme d'apprentissage. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Il y a quelque chose chez le blob qui est assez fascinant. C'est que si vous avez un blob, vous pouvez le couper en morceaux. Et si vous mettez ces petits morceaux côte à côte, ils vont tout de suite se réagréger et refusionner pour former un énorme blob. Donc ça, c'est assez super. En fait, il cicatrise en moins de 2 minutes. C'est une des cicatrisations membranaires les plus rapides. Donc c'est super. Quand vous avez un blob comme ça, vous pouvez en faire 1000 avec. Donc en fait, ce qu'on a fait, une expérience toute simple. On avait 2 groupes de blobs. Bon, pour vous dire, c'est une expérience qui est quand même très fatigante parce qu'on avait entraîné 2000 blobs. Donc on avait entraîné 2000 blobs à aimer le sel. Donc au départ, il ne l'aimait pas, mais on a fait la petite expérience de tout à l'heure. Au bout de 6 jours, il l'aime. Donc on a un groupe de 2000 blobs qui aiment le sel. Et ensuite, on a un groupe de 2000 blobs qui n'aiment pas le sel parce qu'on ne les a pas entraînés. Donc on a un groupe d'entraînés et un groupe de non-entraînés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a autorisés à fusionner pendant 3 heures. C'est-à-dire qu'on les a laissés former une petite excroissance pour échanger ce qu'ils voulaient échanger.
Et ensuite, on les a testés dans notre setup avec les petits ponts. Et ce qu'on a trouvé, c'est que finalement, les 2 blobs aimaient le sel. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, bien sûr, on n'a pas fait qu'avec 2 blobs, hein, vous imaginez bien, on a fait avec 3, puis 4, puis 5. Et en fait, il suffit d'avoir un blob dans un groupe de 5 pour que les 5 aient l'information comme quoi le sel est inoffensif. Donc ça, c'était quand même assez spectaculaire. Bon, les médias ont forcément parlé de transfert de connaissances chez le blob, on n'ira pas jusque-là. C'est le transfert d'une habituation chez le blob, d'un blob à l'autre. Il y a une autre expérience dont je voulais vous parler, qui n'a pas été faite par moi, mais par mon collègue Toshiaki Nakagaki au Japon, qui a montré aussi un système d'apprentissage un peu similaire chez le blob. Le blob, si vous le laissez tranquille sur une source de nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il grossit. Et en fait, ce qu'a fait Toshi, c'est que toutes les 30 minutes, il lui donnait un coup de froid. Alors le blob, il n'aime pas du tout avoir froid, et dès qu'il a froid, il arrête de grandir. Et donc ce que faisait Toshi, c'est qu'il lui donnait un coup de froid, puis il enlevait la stimulation rafraîchissante, du coup il continuait à grossir, et hop, il lui remettait un coup de froid. Et ça, toutes les 30 minutes, comme ça. Et au bout d'un moment, il s'est aperçu qu'il n'avait plus besoin de mettre la stimulation pour que le blob s'arrête pile avant 30 minutes. Donc en fait, il était capable comme d'anticiper finalement l'arrivée du froid. Et ça, pour plusieurs cycles en fait. Donc ça, c'était assez, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant quand on parle d'une seule cellule. Donc voilà. Alors vous allez me dire, oui, bah, c'est rigolo, aux histoires de blobs, c'est vrai, on pourra raconter ça à table, mais où ça nous mène tout ça? En fait, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux capacités d'apprentissage du blob? Parce qu'en fait, il existe d'autres types d'unicellulaires. Alors si je vous dis Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma gambiense, Trichomonas vagilis, vous me dites oui, bah, je ne connais pas, ça n'a pas l'air si intéressant que ça. Mais si je vous dis maintenant que tous ces unicellulaires sont responsables par exemple de la dysenterie, du paludisme, de la maladie de Chagas, de la maladie du sommeil, de la vaginite, est-ce qu'il ne serait pas intéressant quand on développe des stratégies thérapeutiques de prendre en compte le fait que peut-être ces unicellulaires sont par exemple capables d'habituation quand on utilise des médicaments? On a déjà entendu parler d'habituation aux médicaments. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. La deuxième chose qui peut nous intéresser chez le blob, c'est une expérience de Toshi encore. Alors, cette expérience, elle est absolument géniale. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un blob au milieu. Et là, en fait, il est assis sur Tokyo. On ne dirait pas, mais en fait, il a reproduit une carte du Japon. Donc là, il est assis sur Tokyo et tous les petits points blancs que vous voyez, en fait, ce n'est pas des points blancs, c'est des flocons d'avoine. Et ces flocons d'avoine, ils sont déposés sur des emplacements de villes autour de Tokyo. Donc, ce qu'a fait Toshi, c'est qu'il a laissé le blob explorer son environnement. En fait, ce qu'il fait, le blob, il pousse dans toutes les directions et chaque fois qu'il trouve un flocon, il matérialise avec une veine. Et donc, il va grossir comme ça et petit à petit, il va former un réseau qui va connecter tous ces flocons d'avoine. Et vous allez voir qu'en fait, quand il trouve rien, ce qu'il fait, c'est qu'il supprime en fait carrément les morceaux de cellules où il n'y a rien. Et donc, petit à petit, on va juste avoir finalement un réseau de veines qui va vraiment connecter toutes les petites villes autour de Tokyo. Et ce qu'il a fait, donc ça a été publié dans Science, et il a eu le prix Ig Nobel, c'est-à-dire le prix de la recherche qui est intéressante, mais qui fait quand même un peu rigoler. Et du coup, il a comparé en fait le réseau produit par le blob et le réseau ferroviaire du Japon. Et il s'est aperçu en fait que le blob, il faisait un réseau qui était bien plus efficace et bien plus robuste que ce que nous, ce que les Japonais avaient pu planifier. Donc bien sûr, il a eu des critiques. Les gens disent « Ouais, mais dans votre réseau, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de rivière. » Et du coup, il a refait la manip en utilisant des répulsifs pour mimer les rivières, les montagnes. Et la conclusion était toujours la même. Le Physarum est capable, le blob, de produire des réseaux plus efficaces. Et du coup, quelque chose qui va rejoindre l'exposé de Claude, il existe une espèce de myxomycète qui est proche de Physarum polycéphalum, qui s'appelle Fuligoseptica. Alors en anglais, c'est dog vomit, vomi de chien. Je ne trouve pas que ça ressemble à un vomi de chien, personnellement, mais bon, il l'appelle comme ça. Et en fait, cette espèce de myxomycète est capable d'accumuler du zinc à des doses 1000 fois supérieures que n'importe quel eucaryote. Donc en fait, c'est quelque chose qui en ce moment intéresse beaucoup les scientifiques qui travaillent sur les myxomycètes, la capacité de ces organismes à accumuler sans toxicité tous ces métaux. Et donc pour finir, je vais enfin vous dévoiler pourquoi on l'appelle le blob. Alors je ne sais pas si vous allez entendre par contre. Je vais essayer de mettre mon micro.
Ah, encore mieux. Oups. On va voir si ça marche. Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. Vous pouvez lire les sous-titres. Ça, c'est le premier film qu'a fait Steve McQueen. C'est pas son meilleur, hein, je vous le dis tout de suite. Il était tout jeune à l'époque et ça s'appelait The Blob. Et dans ce film, en fait, c'était l'histoire d'un extraterrestre qui arrivait sur Terre tout petit et qui finalement, en mangeant des morceaux de gens et des gens entiers, grossissait et personne en fait pouvait s'en débarrasser. Et on l'a appelé le blob parce qu'il existe une petite anecdote qui est arrivée dans les années 70 au Texas. Il y a une dame qui a vu finalement un Fuligo septica, donc le vomi de chien, dans son jardin. Et elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et elle l'a détruit à coups de râteau. Quand elle est revenue le lendemain, le truc, il avait doublé de taille. Donc là, elle l'a couvert d'insecticides. Elle est revenue le lendemain, il avait peut-être un peu changé de couleur, mais il avait encore doublé de taille. Donc là, elle a commencé à flipper. Et comme on était au Texas, elle a appelé les policiers, ils ont tiré dessus. Ça n'a rien fait du tout, parce que maintenant, vous savez qu'on peut le couper en morceaux, donc ça ne lui a rien fait du tout. Ils ont appelé les pompiers, ils ont essayé de le brûler, etc. Et il a disparu du jour au lendemain. Et en fait, il n'avait pas disparu, il avait sporulé. Il s'était transformé en spore et elles avaient été amenées par le vent. Mais du coup, il y a eu une rumeur qui a perduré pendant une dizaine d'années, comme quoi, en fait, ce blob dans son jardin était un alien. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec ce film-là, parce que ce film-là est des années 50, donc en fait, c'était plutôt précurseur. Et du coup, voilà pourquoi on a appelé Physarum polycéphalum le blob. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey Dussutour. J'ai rien à dire, on est bluffé, comme quoi on peut toujours être surpris. Un grand merci. Est-ce que vous avez une ou deux questions très rapidement pour Madame Dussutour? Ou est-ce que vous êtes tous captivés? Je crois qu'on va beaucoup parler du blob ce week-end, à table et ailleurs. Ah, Clément Sanchez, une question. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les modes de communication? Alors, nous, on a fait un travail il y a 2 ans, parce qu'on s'est aperçu qu'ils s'attiraient les uns les autres, et on s'est aperçu qu'en fait, ils sécrétaient du calcium. Donc en fait, il y avait un vieux papier dans les années 60 qui s'appelait Defecation in Slime Molds. Donc en fait, comme quoi ils excrétaient beaucoup de calcium quand ils mangeaient. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié en fait toutes les sécrétions dessous. Et en effet, c'était du calcium. Et en le bloquant avec de l'EDTA, on a pu montrer qu'ils n'étaient plus du tout attirés. Donc en fait, c'est le calcium qui les attire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si vous prenez maintenant un blob affamé, il sécrète quelque chose qu'on n'a pas encore identifié, qui est répulsif. Donc seuls les blobs qui sont bien nourris et qui sont en train de manger sont attractifs pour les autres. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je remarque aussi que, je ne dis pas qu'il y a du mimétisme entre la chercheuse et l'objet de recherche, mais en tout cas, visiblement, plus on étudie quelque chose, plus on étudie la nature, plus on l'aime. Ah, mais bien sûr. Parce que vous le défendez, ce blob, donc je nous invite tous à étudier la nature pour l'aimer davantage. C'est tellement dommage que, en fait, la plupart des chercheurs étudient une seule espèce de blob. Imaginez tout ce qu'on sait à partir d'une seule espèce si on commence à s'intéresser aux autres. Oui. Alors, moi, je me posais la question, quelle est votre intuition sur ce qui explique en fait ces capacités d'adaptation ou d'apprentissage? Alors, on a l'hypothèse d'un mécanisme qu'on va tester en fait cet été. On pense que c'est très simple, une explication hyper simple. Donc, si ça marche, c'est super. On pense qu'en fait, il incorpore le stimulus à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on a fait les expériences de fusion, on s'est aperçu que si on ne laissait pas de veines se former entre les deux blobs, ça ne marchait pas. L'information ne passait pas. Et surtout récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné des blobs à s'habituer à la quinine, qui est une substance amère que les blobs détestent, et des blobs qui s'étaient entraînés avec du sel, et on a essayé de les faire fusionner. Et en fait, le blob qui avait de la quinine, quand il a en fait ouvert sa membrane, le blob qui a été entraîné au sel, il a complètement reculé. Donc je pense qu'en fait, il avait senti la quinine qu'il y avait à l'intérieur de l'autre blob. Donc je pense qu'il incorpore, et juste, du coup, il ne fait pas la différence entre l'extérieur et l'intérieur, et du coup, c'est pour ça qu'il s'habitue. Du coup, cette année, ce qu'on va faire cet été, c'est qu'on va faire des micro-injections de sel à l'intérieur. Avec des champignons? Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas. Il n'y a pas eu, en tout cas, les seuls articles, par exemple, d'apprentissage chez les unicellulaires, c'est chez quelques paramécies, mais c'est très controversé. Il y a chez les plantes, mais pour l'instant, les champignons... En fait, il n'y a pas de gens qui travaillent sur le comportement des champignons.
Ah, une dernière question, oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on sait comment il marche son système nerveux Je ne vous vois pas. Pardon, ici. Ah, pardon. Est-ce qu'on sait comment marche son système veineux? Enfin, est-ce que c'est le cytosquelette? Il a un espèce de cytosquelette? Oui, c'est ça. En fait, Ouais. ces veines sont formées par des fibres d'actine et de myosine, et en fait, qui se contractent. Et donc, ça fait un système péristaltique comme ça qui pousse le liquide. Par contre, il y a beaucoup de biophysiciens qui travaillent là-dessus parce qu'on ne sait pas comment, en fait, la chose est régulée. En fait, c'est quelque chose qui est comme distribué, c'est un peu comme dans les colonies de fourmis, c'est un peu auto-organisé, et personne n'a réussi à comprendre vraiment comment était généré au travers de toute la cellule, parce que le système veineux peut être extrêmement complexe, comment était généré en fait ce fluide dans toutes les veines en fait du physarome. Donc ça reste des recherches qui sont en cours. Merci beaucoup Audrey Dussutour, merci beaucoup Claude Grison. Merci.